Donc bienvenue au Hub Lab, donc les locaux du Hub Institute ici dans le 8e, donc un espace ici au rez-de-chaussée au -1 qu'on loue aussi régulièrement aux grands groupes pour des hackathons, des comex, des conférences ou des séminaires. Ce matin, on va avoir une double présentation. Je vais vous faire une petite synthèse. Je dis petite parce qu'honnêtement, il y avait tellement de choses à Vivatech. Voilà, ça sera un résumé. Je vous invite de toute façon à télécharger le Hub Report qui est beaucoup plus détaillé et qui est disponible sur notre site. Et puis, dans un deuxième temps, on aura une présentation de Frédéric Gérard-Lévesque qui pilote la partie académie chez nous sur justement la dernière étude qu'on a sortie sur l'intelligence artificielle avec IBM et pour effectivement creuser un petit peu le sujet. Donc je suis Emmanuel Vivier, je suis cofondateur du Hub Institute avec Vincent Ducret. Nous avons aussi Perle Bagot, notre directrice associée, voilà, qui est au fond de la salle. Pour ceux qui l'ont reconnu, on a Adeline qui pilote le club des membres, voilà, qui permet de recevoir les études et puis de participer aux différents événements. Et effectivement, Vivatech, donc déjà on va faire un petit sondage dans la salle. Qui est allé à Vivatech cette année ? D'accord, donc il y en a quand même qui sont venus, qui sont allés mais qui reviennent quand même voir la synthèse, donc ça montre bien qu'il y avait beaucoup de choses. C'est vrai que sur 3 jours, donc 2 jours B2B, 1 jour B2C, enfin grand public, il y avait énormément de start-up, énormément de prises de parole et c'était pas toujours simple de faire le tri. Je pense que cette année on a vraiment passé un cap. C'est vrai que déjà les 2 premières années c'était un succès, mais cette année on a vraiment vu en termes et de présence le nombre de comex qui étaient présents, en termes évidemment de politique, en termes de décideurs étrangers avec Zuckerberg, le PDG de Microsoft et de tout un tas d'entreprises. Donc on va essayer de vous résumer un petit peu ce qu'on en a vu. Alors je vous remets une petite vidéo pour ceux qui n'ont pas eu la chance de y aller, pour vous montrer un petit peu l'ambiance. Donc c'était Porte de Versailles, donc vraiment un salon avec énormément de stands, donc organisé autour de Lab, un grand groupe qui accueille autour de lui une dizaine, quinzaine de startups. Donc c'est un peu la spécificité de l'événement, c'est finalement une vraie collaboration entre grands groupes et startups. Souvent, soit on a des événements un peu comme Web Summit où c'est beaucoup de startups, soit des conférences pour les décideurs de grands groupes. Là, finalement, c'est une bonne synergie pour essayer de booster un petit peu l'écosystème et l'innovation en France. Beaucoup de démos, on a quand même senti cette année une beaucoup plus grande maturité dans la sélection des startups. On sent que voilà, on a des startups beaucoup plus avancées, beaucoup plus mûres, des choses, voilà, on partait un peu moins du PowerPoint ou du pitch et beaucoup plus avec des prototypes, voire des solutions déjà commercialisables. Et puis évidemment des pitchs et des conférences sur chaque lab, en plus des conférences officielles, ce qui faisait effectivement beaucoup de choses à suivre en même temps. Donc plutôt voilà, pas mal de choses à voir. Donc on avait effectivement des pitchs de start-up, il y avait un certain nombre cette année aussi de side events. Donc la veille, il y avait un petit sommet sur tout ce qu'on appelle Tech for Good. Il y avait effectivement des talks, des démonstrations de technologies, entre autres autour de la réalité virtuelle, de la robotique, des ateliers. Il y avait un hackathon avec TechCrunch, il y avait des pitchs de start-up aussi avec le Battlefield Europe, donc un peu dur de s'y retrouver. Et puis finalement derrière la présence de ces 23 labs, donc ces 23 grands groupes qui étaient associés à l'événement, les start-up pour pouvoir rejoindre ces labs ont été invités à répondre à des challenges. Donc l'idée aussi, c'est pas juste de se dire bon, on va faire le zoo des startups et on va venir manger des cacahuètes. C'est de se dire aussi vraiment, on les fait travailler sur des challenges business. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter la collaboration. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître le retour de pas mal de startups. On ne peut pas dire à Vivatech qu'il y avait quand même les gens qu'on aimerait pouvoir rencontrer dans pas mal de grands groupes qui sont là, qui sont accessibles, la direction de l'innovation, le COMEX. Donc ça simplifie ou ça facilite un petit peu les choses. Des fois, on plaisantait au CES de dire qu'on devait aller au CES finalement pour trouver les dirigeants de pas mal de boîtes et les interlocuteurs côté innovation. Finalement, pour une fois, ils sont aussi à Paris, réunis à un seul endroit. Donc ça simplifie un petit peu les choses. Et puis avec 5 grands partenaires qui sont la Poste, LVMH, Orange et BNP Paribas. Donc ça, c'était le plan. Vous voyez, il y a de quoi faire. On pouvait user ces chaussures.
Et puis, effectivement, on a retenu quelques petites choses. Alors, on va pas vous refaire toutes les conférences, mais on vous a juste pris quelques échantillons. Donc, évidemment, Emmanuel Macron, qui soutient la French Tech depuis un certain moment, on se rappelle, avant son élection, de son passage au CES. Now, this place is a place to be. And I think Vivatech is a very important rendezvous for everybody in the tech world. Donc évidemment, ça fait partie de sa vision de faire rayonner la France et d'utiliser entre autres la tech pour y arriver. C'était aussi une façon d'inviter les entreprises étrangères à venir. Cette année, c'est plus de 2 milliards d'euros investis par la France dans son écosystème de start-up et on voit que les investissements en France ont été multipliés par 3 en 3 ans. Alors on remercie un petit peu le Brexit aussi quand même, parce que avant effectivement l'investissement ou le déploiement de beaucoup de start-up américaines par défaut c'était Londres. Et c'est vrai que là, il y a tout un faisceau de choses entre Station F, Vivatech, avoir un président qui parle anglais, voilà, tout un tas de choses qui aident aussi à rassurer ou à attirer, on va dire, le milieu industriel et digital en France. Alors Mounir aussi a rappelé un petit peu le soutien du gouvernement sur tout ce qui est French Tech et digital, en rappelant les objectifs ou les priorités, c'était la simplification. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas forcément d'enlever les taxes, etc. C'est juste déjà de simplifier les règles. Et entre autres au niveau européen, le financement de l'hypergrowth. Donc là, c'est aussi de se dire, les startups, c'est bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des scale-up, c'est des ETI, c'est la next step. Donc comment on finance ça? C'est vrai que trop souvent encore aujourd'hui, maintenant, on a des startups. La difficulté, c'est souvent qu'elles se font racheter un peu vite et pas forcément par des acteurs français. Quoique, à Vivatech, on a eu quand même quelques exemples de startups sur lesquels c'est des grands groupes français qui ont investi. Le recrutement de talents. Donc là, on voit que à la fois, on a toujours pas mal de chômage en France et en même temps, on a énormément d'acteurs qui nous disent que sur les profils digitaux, en IA, en data, en e-commerce, en mobile, on n'arrive pas à recruter. Donc, il y a quand même un petit boulot à faire de ce côté-là. Et puis, l'accompagnement international, parce qu'on voit bien que demain, si on veut devenir des acteurs qui pèsent, je vous range dans la salle, ça passe aussi par être sur plus d'un pays. Si on veut résister à la concurrence internationale, il faut soi-même s'internationaliser. Alors, Zuckerberg qui est passé, on va être très franc, l'intervention a été un peu critiquée en nous disant que on n'avait pas appris grand-chose. Après, je pense que c'est exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire c'était plutôt de pas recréer de polémique, vu ce qui s'était passé avec Cambridge Analytica, c'était plutôt de calmer le jeu. Donc effectivement, on pourrait dire un peu enfonçage de porte ouverte. Maintenant, je pense que il avait plutôt envie que ça se passe bien avec l'Europe, de pas énerver les gens plus que ça. Good regulation can do is it can increase public trust that these systems are working and ensure and give people the confidence that these systems are respecting what they want. And I think GDPR can be a step in that direction now. And we've been working for a long time with a lot of people to make sure that we're in complete compliance with the additional strong regulations in GDPR. And now that we've done that in Europe, we want to make sure that everyone around the world has these same strong controls. So we've announced and been very clear that we're going to roll out all of the same controls that we're building here in Europe for the GDPR. Bref, en gros, la GDPR c'est super. Si on l'avait pas inventé en Europe, il serait jeté dessus. Bon, après on comprend que c'est pas forcément simple pour les Américains de s'adapter à notre vision un peu différente de la leur sur la privacy, sur la data, sur la protection du consommateur. Et puis je pense que c'est quand même une des premières législations pour lesquelles, pour une fois, c'est nous qui imposons quasiment aux acteurs américains notre vision, alors que d'habitude c'est plutôt eux qui imposent leur législation. Donc on voit qu'en tout cas ça progresse. Il y a quand même 20 000 employés de Facebook qui travaillent sur la sécurité. Alors c'est sûr que quand on a plus de 2 milliards d'utilisateurs, même avec 20 000 modérateurs, c'est peut-être encore pas assez. Zuckerberg nous parlait de plus de 99% des messages terroristes bloqués grâce à l'IA, ce qui est à la fois beaucoup et en même temps peut-être 1% des messages Facebook. Ça doit faire encore pas mal de contenu. Mais en tout cas, on voit qu'en ce moment, Facebook a un peu la rançon de son succès. Ils sont une plateforme mondiale, ultra populaire, et en même temps, quand on a des grands pouvoirs, on a des grandes responsabilités. Encore un petit peu de boulot pour eux. Satya Nadella de Microsoft, qui a quand même un peu
peu réinventer l'entreprise ou rebooster le groupe Microsoft depuis son arrivée avec une vraie volonté d'innovation, une volonté d'ouverture, de travailler avec l'écosystème, que ce soit les startups, d'ailleurs les concurrents de temps en temps, et qui nous rappellent finalement que leur métier... We want to create technology so that everyone here can create more technology. Our success is going to be dependent on your success. Ouais, donc il y a vraiment cette idée de dire on met des briques technologiques au service des autres, au service des entreprises. Venez piocher en IA, en CRM ou autre chez nous. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont annoncé le rachat de GitHub aux États-Unis. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. GitHub, c'est le site où tous les développeurs partagent leur code en open source. C'est une communauté phénoménale. Alors évidemment, bon, il y a quelques tenants de l'open source qui voilà, grinçaient un petit peu des dents en se disant c'est Microsoft, mais en même temps ils se disent ça va assurer la pérennité de la plateforme et ça va permettre, et même Microsoft a pas mal changé son fusil d'épaule par rapport à l'open source, ce qui n'était pas le cas avant. The real enemy of self-driving is car ownership. And if you look at car ownership, cars are only used 5% of the time. These are assets that are enormously underutilized. And to the extent you can increase the utilization of cars, you can save 20 to 30% of space in cities. And I think cities can become much more available to land instead of parking spots, etc. And you can really move society forward. Alors très intéressant, le nouveau CEO de Uber, suite au départ un peu précipité du dernier, suite à ces petits problèmes et d'humeur et de comportement et de valeurs dans la société. Donc un ancien d'Expedia pendant un grand nombre d'années, qui fait un gros boulot pour changer la culture interne, mais surtout aussi pour au-delà du côté app et VTC, dire voilà, nous on est un acteur demain de la ville de demain, de l'urbanisme de demain, de la mobilité, et effectivement en nous rappelant que si on a tous des voitures chacun, demain on voit bien déjà les problèmes aujourd'hui en termes de trafic et de pollution, l'idée quand même c'est de pouvoir partager les ressources, et donc effectivement pour lui Uber c'est demain assurer qu'il y ait moins de trafic en ville, et donc ça aussi c'est assez important. Donc ils ont fait un gros boulot sur la gouvernance, sur la culture d'entreprise, et d'ailleurs aussi sur le respect un petit peu plus de leurs chauffeurs, et puis on voit bien qu'ils continuent d'investir énormément en espérant à terme avoir des véhicules autonomes et utiliser cette technologie chez Uber. Et puis LVMH qui était très présent cette année, ils étaient déjà présents l'an passé, c'était déjà assez surprenant de voir une marque de luxe qui fasse vraiment cet effort de mettre en avant pas juste ses produits, ses marques, mais son écosystème de start-up. D'ailleurs, ils sont aussi un des sponsors de Station F. Et effectivement, là, Bernard Arnault qui nous a réexpliqué que finalement, ce qui était amusant à Viatech, c'est de voir qu'on retrouve souvent plein de start-up qui font la même chose, et de dire finalement à la fin ce qui fera la différence c'est la qualité d'exécution. Et donc ce que eux proposent à travers leur lab et toutes les actions qu'ils font avec les startups, c'est aussi d'aider les startups à savoir lancer une marque, à savoir construire une marque. Et donc là il y avait effectivement un Innovation Awards de la part de LVMH, IBM avec sa CEO qui était aussi très présent, donc vraiment des acteurs américains en force cette année à Vivatech. Between startups, companies, we can have not only an impact on this exponential learning for companies to outlearn and therefore be more competitive, but we can do some things that are really good for society. Alors c'est toujours un peu for a better world dans la Silicon Valley et aux États-Unis, mais effectivement ce qui est intéressant en tout cas, que ce soit chez IBM avec IBM Watson, chez Google, chez Amazon ou d'autres, c'est qu'on voit que souvent maintenant ils sont eux-mêmes en train de développer une branche service, pas tellement parce qu'ils Bon, IBM, ça fait longtemps qu'eux en vivent, mais pour Google et Amazon, c'est juste parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont tellement de briques sophistiquées que même les entreprises savent pas trop quoi faire avec. Et donc, comme ils n'arrivent pas à recruter des gens en IA, il faut qu'eux-mêmes envoient des experts dans les entreprises pour aider les entreprises à trouver des nouvelles idées ou comment implémenter l'IA. Et puis, évidemment, cette année, le gros thème, c'était l'Afrique numérique, avec une grosse mise en avant voulue par Maurice Lévy. Donc, vraiment une zone dédiée à l'Africa Tech pour mettre en avant toutes ces startups. Il y a énormément de choses qui se font là-bas. C'est vrai qu'on a des fois encore un peu
vision un peu tiers-mondiste de l'Afrique. Alors tout n'est pas réglé là-bas, mais on voit quand même qu'il y a un super dynamisme, il y a une population très jeune, une population très connectée. Certains pays comme le Kenya sont même en avance sur nous sur le paiement sur mobile, par exemple avec M-Pesa. Bon, il y a Orange Money, il y a d'autres acteurs qui aident aussi, mais là c'était intéressant de voir. Alors il n'y a pas forcément encore les futurs acteurs de l'IA devant Google, mais en tout cas il y a plein de choses très terre à terre, très opérationnelles, qui fonctionnent sur le paiement ou autre. Our funding fathers have created an opportunity for us, the new generation, has passed us the torch. And today we have the greatest opportunity here with technology to transform drastically Africa. Et effectivement, on voit beaucoup de choses aussi sur les objets connectés, le partage de l'énergie. Enfin, on sent qu'il va y avoir une aide au rattrapage et à l'accélération parce que finalement, le savoir est disponible, le savoir est accessible. Et à partir du moment où on a accès au savoir, on est capable d'innover aussi bien que les autres. Et puis, une volonté quand même de Vivatech depuis le départ, de mettre en avant et d'essayer de rattraper un peu le retard. C'est vrai que dans la tech, on a encore beaucoup souvent de décideurs masculins. C'était un des reproches qu'on a fait au CES cette année. Dans les fondateurs de start-up, il y a à peine 10% de fondatrices. Donc il y a vraiment cette volonté de mettre en avant les décideuses, les start-upeuses pour finalement créer des exemples, donner envie et motiver les femmes à se lancer. Donc là, pas mal de prises de parole aussi, entre autres avec elle qui sponsorisait toute une série de prises de parole. Et puis la journée grand public. Donc là, il y avait énormément... Enfin, c'était vraiment aussi vulgariser, rendre accessible la technologie à un maximum de gens, aux familles, aux enfants. Donc beaucoup de spectacles, de démos, d'art numérique, de robots, et de montrer que finalement ça passionne les gens. Et ça aussi, déjà c'était bien rempli les 2 jours B2B, mais la journée B2C c'était assez intense, on va dire, pour les gens qui avaient un lab. Donc ça montre que quand même ces sujets-là, ils passionnent les Français, et quels que soient les âges, finalement beaucoup de gens ont quand même beaucoup envie de toucher, tester, pratiquer ces choses-là. Donc effectivement, dans les succès, on a C-Bubble qui était de retour. C'est la 3e fois qu'ils sont à Vivatech. La nouveauté cette année, c'est qu'ils ont réussi à réduire la vitesse, puisque là on voit pour que le pod se lève sur les foils, en fait avant il devait atteindre une certaine vitesse qui était au-dessus de celle légale sur la scène, ce qui fait qu'ils avaient un peu annoncé qu'ils s'étaient un peu fâchés avec la mairie l'année dernière parce qu'ils ne pouvaient pas faire marcher légalement, et là cette année du coup ils ont encore amélioré la technologie, donc on pourrait imaginer qu'à terme on ait des C-Bubble sur la scène. Donc 2016 ils étaient vraiment venus avec un proto, c'est là où Emmanuel Macron en avait commandé 2 pour les douaniers de Bercy. L'année dernière, il y avait la pré-série, et cette année, c'est vraiment la précommande. Donc, ça montre vraiment qu'il y a un suivi, et que, on dit toujours qu'il n'y a qu'une start-up sur 10 qui survit, mais quand elles survivent, il y a des belles réussites. Et puis, il n'y a pas que du logiciel. On voit que là, on est vraiment dans la mobilité, et pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Une autre start-up qui a beaucoup buzzé cette année, c'est Snips. Donc Snips, ils étaient déjà présents l'an passé, et en fait eux ils sont sur tout ce qui est technologie vocale, mais la vraie spécificité par rapport à Amazon Alexa ou un Google Home ou Google Assistant, c'est que eux en fait c'est dans l'appareil, il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de transfert de données dans le cloud, donc il y a un côté privacy by design, puisqu'il n'y a pas de communication de l'information que vous échangez avec votre concierge numérique avec l'extérieur. Et donc cette année ils annoncent Snips Air. Alors voilà. In our quest to push privacy-respecting artificial intelligence, c'est un petit boîtier qui va auquel on va pouvoir parler et qui va pouvoir interagir avec vos objets connectés. Everything runs entirely on device. This makes Snips Air the first truly private by design voice assistant. Because what we say at home should stay at home. Hey Snips. Voilà.
Alors effectivement, il y avait d'autres acteurs. Hein. Il y a Orange qui faisait aussi la démo de Jingo, qui est son assistant numérique, qui va aussi sortir dans les prochains mois, qui sera d'ailleurs intégré dans la télécommande de la box Orange. Donc là, c'est aussi de pouvoir piloter aussi des choses de la voix. Beaucoup de rencontres, plus de 9000 startups présentes. Donc il suffisait de se balader pour rencontrer un certain nombre, avec pas mal de pitch, dont ici avec TechCrunch. Et puis des robots. Donc là, on a de l'exosquelette. L'idée, c'est de pouvoir aider des gens handicapés à pouvoir se déplacer quasiment sans effort. On a aussi des versions industrielles pour pouvoir, par exemple, supporter des grosses charges sans s'abîmer le dos et démultiplier sa force. Bon, Pepper qui était là, donc c'est Aldebaran qui a été racheté par SoftBank, qui n'est pas une banque, mais un des gros acteurs télécoms japonais. Ici... Robopark de EDF, et puis beaucoup aussi d'acteurs de la mobilité, donc au-delà des voitures, beaucoup de choses autour de vélos électriques, de scooters électriques. On voit bien que demain, on va avoir vraiment un choix dans la mobilité beaucoup plus large, et puis on a quand même l'impression derrière tout ça qu'on voit de moins en moins de moteurs à explosion. D'abord, c'est compliqué à construire, ça rejette des gaz d'échappement. Alors pas que ce qui est électrique soit complètement non polluant non plus, hein, parce que souvent ça reste quand même de l'énergie nucléaire. Et puis, faut pas se leurrer, les batteries, là encore, ça nécessite souvent encore certains matériaux qu'il faut aller chercher en Chine ou en Afrique, et qui génèrent quand même de la pollution en local. La Suisse, eux, ils avaient amené ce qu'ils appelaient leur volière. Donc c'était finalement amener tout un écosystème d'acteurs des drones, et donc il y avait pas mal de démos. C'était assez amusant pour voir un petit peu toutes les dernières nouveautés, que ce soit des drones de surveillance, des drones de transport, des drones de livraison, enfin nous montrer un petit peu ce qui se passe. Il faut savoir qu'en gros les drones, tous les 18 mois, on emmène 2 fois plus de charges, 2 fois plus loin. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On voit aussi qu'au niveau des caméras, on n'arrête pas constamment d'améliorer la qualité de ce qu'on est capable de filmer, alors qu'on a des tailles des fois très réduites. Là, celui qu'on voit ici, par exemple, il y a une petite cage autour, et donc il peut se déplacer sans risquer que les hélices entrent en contact avec des objets. Alors ça a fait beaucoup de bruit. C'est la collaboration entre Airbus et Audi avec Pop-Up. Pop-Up, vous allez voir, c'est un peu le futur de l'autolib, hein, ça fait rêver. Donc vous avez votre voiture autonome qui vient vous chercher. Reconnaissance biométrique. Donc là, vous avez juste besoin de lui dire où vous voulez aller. Et effectivement, si, imaginons, vous habitez un petit peu loin, vous allez sur une station, et en fait, vous avez une deuxième partie qui va prendre le pod, et du coup, vous allez pouvoir passer vraiment de la voiture au drone autonome, de l'un à l'autre automatiquement. Et il n'y a même pas besoin de savoir le conduire, ce qui est peut-être plutôt une bonne chose, pour éviter les accidents. Donc là encore, c'est intéressant, parce que ce qui nous semblait encore du rêve commence à devenir beaucoup plus concret. Au CES, il y avait Yihang, qui est un acteur chinois. Ici, on a Pop-Up avec Airbus. Donc on voit bien que ce qui nous semblait quasiment impossible ou du futur dans les films commence à devenir imaginable. Alors bon, on imagine qu'au début, le plus gros problème, ça va pas forcément être la technologie, ça va être la régulation et le transport aérien. Mais bon, je suis sûr qu'on va avoir des premiers exemples à Singapour ou à Dubaï, où voilà, on a des villes assez petites avec un gouvernement qui peut décider des choses assez rapidement, et puis que ça s'étendra certainement par la suite à partir du moment où on sait que c'est plutôt safe. Beaucoup de choses en VR, donc il y avait vraiment un parc avec énormément de démos. Alors je vais être très franc, il n'y avait pas beaucoup d'innovation technique au niveau des casques, il n'y avait pas de grandes annonces ou de nouveautés. On a l'Oculus Go, donc qui est la dernière version d'Oculus qui a été annoncée à F8, qui est un casque qui va être à moins de 200 € sans fil. Donc ça, c'est quand même un gros avantage, c'est qu'on n'a plus le câble, et on a quand même une qualité, une définition, et honnêtement, on peut le garder une demi-heure, 3/4 d'heure, on fatigue pas trop. Là, on a le casque de Lenovo. À droite, bon, TF1 vous faisait un Koh-Lanta sur les poteaux. Bon, bah là c'est perdu. Voilà. Par contre, de plus en plus de choses sur les contenus, parce que maintenant que, on va dire, l'équipement commence à se standardiser ou à se normaliser, bah, l'idée c'est qu'est-ce qu'on met sur ces casques-là. Et puis un autre exemple de casque ici chez Lenovo, où là encore il n'y a pas de câble. Bon, là il y a juste de petits fils pour le casque audio, une télécommande. Donc on voit que voilà, ça commence
on a passé le cap des super attentes, le cap un peu de la frustration, et maintenant on commence à avoir un marché qui se structure. Et entre autres sur l'Oculus Go, ce qui est vraiment bien fait, c'est l'achat et le téléchargement de jeux ou de films. Ce qui était un peu le problème avant, c'est-à-dire qu'avant on avait un casque, il fallait un ordinateur super puissant, une grosse console, et puis c'était compliqué d'aller chercher du contenu. Là on voit que toute l'expérience commence à simplifier. Il y a quand même un truc qui a vraiment qui fait tout le monde à Vivatech, c'était le stand Alibaba. Donc il y avait, vous voyez, un énorme espace où vous voyez des gens déambuler comme ça, et en fait on pouvait visiter la pyramide de Khéops. Donc là on a l'ordinateur dans le dos. Donc là, c'est un casque qui nécessite encore pas mal de puissance de calcul, mais c'était assez génial de se dire, voilà, on a vraiment l'impression en vrai de se balader à travers la pyramide en vidéo VR. Donc ça a beaucoup amusé les enfants, entre autres. Bon, et puis évidemment beaucoup de selfies, hein, parce que voilà, on est à Vivatech, donc que ça soit le passage de Macron, tous les experts avec qui on a fait les visites guidées, il y en a quelques-uns, il y a Stéphane ici dans la salle. Donc évidemment, hein, toujours des fois un peu de mal à se connecter, mais en tout cas une vraie passion pour le partage et les découvertes, avec beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Voilà, donc les grandes tendances qu'on a retenues, il y en a 10. Je vais les résumer rapidement. La première, c'est vraiment l'Africa Tech. C'est vrai que cette année, on nous rappelle juste qu'il y a 30 centres d'innovation dans plus de 54 pays sur le continent. Il y a plus d'1,2 milliard d'utilisateurs quasi exclusifs du M-Paiement. Donc finalement, l'Afrique est en avance sur nous, alors peut-être pas sur la Chine, mais en tout cas sur l'Europe définitivement en termes d'usage du mobile pour le paiement, pour les transactions, achat de tickets de bus, achat en ligne ou autre. Il y avait 52 startups africaines, donc une belle représentativité avec la visite du président rwandais, avec l'annonce d'un fonds d'investissement de 65 millions d'euros de la FD, avec un lab dédié à ces startups. Et effectivement, on a retrouvé des acteurs comme Wizall sur tout ce qui est, on va dire, portefeuille électronique, paiement électronique. Donc là, faut savoir qu'il y a à peu près 200 à 300 acteurs du paiement en Afrique, donc c'est pas toujours simple de s'y retrouver, mais on voit que ça phosphore. Ils testent pas mal de choses, d'ailleurs pas qu'avec du smartphone, donc là aussi c'est intéressant sur des anciens téléphones de voir ce qu'ils sont capables de faire. Il y avait aussi MedTruck qui est intéressant, qui a vraiment comment on transforme des camions en réseau d'hôpital mobile. Donc on voit que voilà, il y a, finalement la nécessité fait que des fois on bypass certaines étapes et qu'on essaie d'inventer des choses en mobilité plus léger, plus agile que ce qu'on peut faire chez nous. La deuxième tendance, c'est Tech for Good. Donc on voit bien, je vous parlais tout à l'heure for a better world, mais bon, il y a quand même cette prise de conscience que les ressources sont pas illimitées, que la Terre a quelques challenges et que finalement la technologie peut résoudre un certain nombre de points. On voit bien aussi que le consommateur commence à avoir une pression croissante en termes de provenance, en termes de transparence sur les ingrédients, en termes d'authenticité, en termes d'éthique, et que même si on est au début, à mon avis, là c'est un peu la pression early adopter, les véganes d'un côté, mais on sent qu'il y aura un basculement à un moment et que si derrière on n'est pas capable de répondre de manière beaucoup plus durable, finalement au niveau de son activité, de son impact sur la société, sur le monde, sur l'environnement, demain ça va poser des vraies questions au-delà de la qualité, au-delà du prix. Il y avait un sommet Tech for Good la veille avec 61 leaders industriels. Donc là aussi, on pourrait dire, tiens, c'est marrant, des industriels qui vont à un sommet pour... non, il y a aussi cette prise de conscience que demain, c'est pas parce qu'on est dans l'industrie qu'on ne doit pas prendre en compte son impact et qu'au contraire, si on ne cherche pas à le réduire, tout se voit, tout se sait avec les réseaux sociaux et le digital. Donc, il va falloir voir maintenant si ça suit en termes d'engagement. Une volonté aussi sur la diversité, que ça soit social, racial ou sexuel. Donc un vrai boulot là-dessus. Et puis pas mal d'acteurs. Alors là, c'est Greenflex. Greenflex, par exemple, eux, ils vont vraiment vous aider à diagnostiquer votre impact en termes de développement durable et trouver des solutions simples et opérationnelles, que ça soit, je sais pas, au niveau du transport, au niveau de la fabrication, au niveau de l'énergie, pour améliorer votre impact. Donc là, on voit tout un tas de nouvelles startups arriver sur ces sujets-là.
Homme biogaz, ça c'est intéressant aussi. Là, c'est carrément vous allez créer votre gaz vous-même. Donc, vous allez récupérer tous vos déchets végétaux, etc. Ça prend un petit peu de place pour Paris, mais si vous avez une maison en province, pourquoi pas. Et vous allez vraiment, avec, on va dire, la décomposition des éléments, récupérer le gaz et pouvoir l'utiliser pour cuisiner. Et de l'autre côté, vous allez même pouvoir récupérer du fertilisant pour faire pousser vos plantes. Donc là encore, des choses qui étaient qu'à un niveau industriel commencent à devenir accessibles à l'utilisateur. Voilà, un petit peu de bactéries, on récupère le gaz. Et en plus, voilà, vous avez du fertilisant de l'autre côté. Donc là, une certaine démocratisation. Troisième tendance, donc là, vraiment beaucoup d'intelligence artificielle et beaucoup de choses autour de l'interface vocale. On voit bien que demain, il y a déjà encore aujourd'hui un challenge sur la data, entre autres avec RGPD, mais de remise à niveau du socle data finalement pour récupérer ce que font les clients. Les clients, on est déjà omnicanal, on achète en ligne, sur le mobile, dans les magasins. Il faut que demain notre data soit capable de suivre tout ça. Mais on voit bien que demain, une fois qu'on aura une data propre, on va plugger de l'IA dessus avec du machine learning, et donc on va aller beaucoup plus loin. Alors on a du petit problème d'affichage, mais donc on a l'enceinte d'Apple avec HomePod à gauche, Cortana qui a lancé un test avec Armand Cardon, Google Home, Amazon Echo avec la technologie Alexa, Orange avec Jingo. Donc on voit qu'il y a une multiplication des concierges numériques. En Chine, il y a Baidu avec ils ont 3 enceintes. Il y a Alibaba avec Timogeny, il y a Clova avec Line en Thaïlande, au Japon. Donc on voit que de toute façon, plus ça va aller et plus on va prendre l'habitude de parler. Alors là, pour le moment, on parle sur des enceintes, mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en bas, la technologie n'a pas besoin spécifiquement de l'enceinte. Elle peut demain être dans votre ordinateur, dans votre téléphone, dans vos écouteurs audio, dans votre voiture. Donc ce qui est sûr, c'est que là, je pense que tout le monde essaie déjà de nous habituer à interagir avec la voix, mais demain, on aura juste de la voix potentiellement partout. Au CES cette année, on a vu aussi tout un tas d'interfaces pour l'industrie. Donc vraiment, par exemple, pour contrôler un robot, contrôler une grue, et à la voix avec d'ailleurs de la réduction de bruit ambiant, etc. Donc on voit que c'est en train vraiment de s'améliorer. IBM Watson qui est à fond en train de communiquer depuis longtemps là-dessus. Facebook qui fait pas mal de tests sur l'IA. Eric Schmidt aussi, là, qui nous a fait quelques déclarations, puisque on avait accusé Google dernièrement de travailler pour l'armée américaine pour analyser des images de drones, donc potentiellement pour bombarder les gens. Donc eux ont dit qu'ils sortaient de cette activité-là et justement qu'ils prenaient 7 grands engagements par rapport à l'IA, de ne pas faire de l'IA, par exemple, pour l'armement, etc. Donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience par rapport aux risques entraînés par l'IA, même si pour le moment on est encore loin d'avoir un robot parfait. Là, c'est SIP-Droid, par exemple. Je m'appelle Alice, je suis un robot semi-humanoïde de quelques mois. Voilà, donc là on a plutôt des assistants de vente ou des choses pour animer les... Bon, c'est encore un peu basique, ça nous rappelle un peu les PC écran vert du début, mais quand on regarde un peu plus loin, ça c'est une start-up qu'on avait reçue et qui était d'ailleurs à Vivatech et qui nous faisait une démo de choses un petit peu plus avancées. Tu peux monter un petit peu le son, Corentin. Show me Asian restaurants in San Francisco, excluding Chinese and Japanese, and only show the ones that have more than 4 stars and are open after 9 p.m. on Wednesdays. Voilà, donc là, en gros, il nous demande, voilà, donne-moi les restaurants asiatiques, mais pas japonais, mais pas vietnamiens, qui ont 3 étoiles, qui ont du Wi-Fi, qui sont ouverts après 23 heures. Et donc on commence à être sur des requêtes beaucoup plus complexes. Nobody else can do this. So this is a very unique approach to language beaucoup plus complexe que ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est sûr qu'aujourd'hui, vous testez votre Google Home et Alexa, là, qui arrive avec Amazon Echo dans les prochains jours. Bon, on voit que si vous suivez pas exactement l'apprendre. Bon, là, le challenge pour eux, c'était déjà de travailler dans toutes les langues. A priori, ils ont bien galéré sur le français avec les liaisons, etc. Et puis en plus, ils ont dû s'habituer à ce que, par exemple, quand vous commandez votre musique, je ne sais pas si vous demandez Earth, Wind and Fire, voilà, on a un très mauvais accent, donc ils ont dû même réinventer l'accent anglais par les Français pour pouvoir contrôler les choses. Donc une fois qu'on va dire ça, c'est réglé, voilà, on va pouvoir aller sur les choses où demain, on pourra demander d'allumer la lumière de 10 manières différentes, détecter les accents, on pourra peut-être parler ch'ti à Google Home un jour, mais dites-vous qu'on en est encore qu'au début, et avec le machine learning, avec le nombre de gens qui utilisent les enceintes, ça va progresser très très vite dans les années qui viennent.
Alors Future of Work, clairement, on voit bien que il y a des enjeux forts du digital sur l'emploi, hein, la robotisation, l'automatisation, le remplacement de certaines tâches ou certains jobs, et en même temps on voit bien qu'on a besoin de développeurs, de techniciens, qu'avec l'industrie 4.0 on va connecter l'usine, avec la Smart City on va connecter la ville, avec la maison on va connecter en termes de domotique la maison, et derrière tout ça va falloir des développeurs, des codeurs, des ingénieurs, des fabricants. Donc là un gros stand avec Manpower qui a ramené pas mal de startups et qui a d'ailleurs lancé un recrutement de 700 offres d'emploi pendant Vivatech. Voilà, Dara de Uber qui nous reparle un peu plus d'humain par rapport à l'ancien PDG, entre autres par rapport aux chauffeurs. Et puis 3 enjeux sur la rapidité, le sens et les soft skills. Et même si on parle beaucoup de techno, finalement à Vivatech, on nous rappelle aussi que l'air de rien, un des challenges pour les organisations, ça va être plutôt l'état d'esprit, comment être plus collaboratif, comment être plus agile, comment être plus curieux, le droit à l'échec, l'expérimentation, et que voilà, on va pas tous finir en codeur ou en programmeur, loin de là. Donc ça, c'était un exemple de pod pour pouvoir passer des entretiens avec une IA. Donc l'idée, c'est de présélectionner les candidats déjà avec une phase. On a vu d'autres choses aussi avec des chatbots. Donc là, c'est pas de remplacer l'entretien, mais c'est de gagner du temps sur la première phase. Déjà écarter les gens qui sont déjà pas du tout dans le scope, et plutôt que de les laisser attendre pendant 3 semaines d'avoir une réponse, autant leur dire tout de suite, désolé, il y a ça qui va pas, t'as pas la bonne qualification, il y a pas le bon diplôme pour pouvoir prétendre à ça, et pourquoi pas demain avoir des entretiens 24/24, 7 jours sur 7. Voilà, un autre exemple aussi sur des nouvelles interfaces de travail. Donc c'est vrai que ce qui manque un petit peu aujourd'hui dans la VR, c'est ce qu'on appelle l'haptique, c'est le sens du toucher. Donc là, c'est une nouvelle interface, voilà, qui va permettre d'avoir vraiment le sentiment, quand on va manipuler un objet en 3D, d'avoir l'impression de le toucher tactilement avec un retour sur... voilà, bon, on imagine que ça va se miniaturiser un petit peu à terme, hein. Mais effectivement, c'est vraiment cette idée, on voit bien d'enrichir, plus ça va aller, pour recréer un peu cette impression, même à distance, de pouvoir demain interagir à plusieurs sur un projet en ayant ce retour, entre autres, maintenant qu'on a la vue, du toucher, pour pouvoir manipuler les choses. Alors chez L'Oréal, il y avait beaucoup de choses côté client, mais il y avait aussi des choses côté fabrication. On voit bien qu'eux aussi sont sur la problématique de connexion, on va dire, des usines. Donc on voit bien que chez L'Oréal, ça va de pouvoir tester en réalité virtuelle du maquillage, une nouvelle coiffure, jusqu'à réfléchir comment on produit différemment, on traque la traçabilité des produits, voir si on mixe un petit peu les deux. Là, il y avait des exemples aussi de pouvoir créer son produit dans le magasin sur mesure après un diagnostic, et donc on va créer son shampoing sur mesure, on va créer des produits quasiment à l'unité et frais en plus, puisque le problème des cosmétiques, c'est que finalement beaucoup de ce qu'il y a dans les produits, c'est pour conserver par rapport à l'oxydation, l'oxygène, etc. Si finalement on pouvait produire de petites quantités, on aurait presque des produits cosmétiques frais pour une semaine, et on pourrait enlever beaucoup de choses qu'on doit ajouter dedans, qui dans certains cas peuvent créer certaines allergies. Alors le transport, c'est vrai qu'aujourd'hui vous croisez plus un constructeur automobile qui vous dit qu'ils font des autos, tout le monde parle de mobilité. Évidemment le véhicule autonome, ce qui nous paraissait encore avec Google Car qui est devenu Google Waymo du futur, là on voit que d'un seul coup il y a des tests un petit peu partout. Aux États-Unis, la ville à suivre, c'est pas San Francisco en fait, bon, à part pour les trottinettes et les vélos électriques, c'est vraiment Phoenix, où d'abord il y a du beau temps, il y a des grandes rues, et donc eux ils ont une politique très accueillante pour dire justement, SF en avait un peu marre, ils ont déjà pas mal de problèmes avec tous les acteurs digitaux, donc Phoenix a vraiment dit à tout le monde, venez chez nous, il y a plus de 12 ou 14 tests, il y en a 6 ou 7 en voie ouverte, et après il y en a qui ont des voies privées, et donc il y a tout un tas d'acteurs là-bas qui sont en train de tester la voiture autonome. Donc là, effectivement, on avait Uber, Airbus, SNCF, RATP, Pop-Up, je vous ai montré tout à l'heure, aussi Bubbles. Donc on voit bien qu'il y a un enrichissement ou une diversité des modes de transport. EVAC a un autre drone autonome pour vous emmener. Alors là, on a vraiment l'impression d'être dans Star Wars. Mais en tout cas, on voit que voilà, ça accélère, il y a des tests, on passe un petit peu
de l'idée ou du concept à des choses qui sont en train de fonctionner. Si vous avez suivi aussi il y a quelques jours, il y a le PDG Oracle qui a lancé une nouvelle société, enfin il a déjà lancé depuis quelques temps, pour tester là encore un drone avec 6 hélices. Et pareil, en gros il faut 1 heure pour apprendre à le conduire. Donc là il y a des tests qui sont en train d'être faits aux États-Unis. Alors pour le moment c'est 15 à 20 minutes d'autonomie parce que c'est de l'électrique, mais on voit bien que ça va s'améliorer. Les lieux plus intelligents, c'était un des thèmes du CES cette année avec Smart City. On voit bien que à partir du moment où on est nombreux au même endroit, optimiser la consommation d'énergie, le trafic, rendre les bâtiments intelligents avec le BIM, le bâtiment connecté. On voit bien que il y a un bénéfice à aller chercher. Donc là, pas mal d'acteurs comme EDF, comme Vinci ou d'autres, et puis évidemment un certain nombre de métropoles ou de régions. Fluicity qui travaille par exemple à créer de la démocratie directe entre une administration ou une mairie et ses habitants. Donc là c'est en test à l'est de Paris. Donc c'est pouvoir faire voter les gens, leur demander leur avis, etc. Il y a aussi une ville, une petite ville, enfin même c'est presque un village en Espagne où par exemple le maire est entièrement passé sur Twitter et tout est géré avec les administrés par Twitter. Vous pouvez dire il y a un lampadaire cassé, le balayeur qui est sur Twitter va venir, va vous dire qu'il est passé dans la rue. Donc on voit bien que demain, il y a aussi cette volonté de faire participer, d'utiliser ces outils digitaux pour recréer un petit peu de démocratie. SoWeFound, eux, ils travaillent sur justement, soit en cas de catastrophe, soit sur certains lieux de pouvoir avoir des ballons qui éclairent certaines zones et puis qui apportent aussi la connexion Wi-Fi ou autre. Donc on imagine par exemple sur certains lieux où on ne peut pas forcément déployer des choses. Donc ça peut être demain un centre de réfugiés, ça peut être un endroit où il y a une catastrophe. De pouvoir déployer, d'amener de la lumière, ça paraît bête, mais c'est important. Le retail et e-commerce, alors, il y avait beaucoup de choses autour du retail. On sent que cette année, ça bouge énormément. Clairement, on va dire avec Amazon qui a racheté Woolfood, on comprend que les acteurs du e-commerce vont venir sur le commerce physique. Et donc, on voit bien que le magasin lui-même doit se réinventer. LVMH qui avait amené beaucoup de choses cette année, un stand qui a eu énormément de succès, et effectivement des awards avec 30 startups sur 800 qui avaient candidaté. Hoist, le gagnant cette année, c'est finalement l'achat en un clic qu'on connaissait sur Amazon, c'est pouvoir l'amener chez tous les autres e-commerçants. Et donc, à partir du moment où vous avez un compte chez Hoist qui est sécurisé, si vous rajoutez le bouton sur votre site e-commerce, les gens pourront acheter en un clic puisque leur adresse est déjà enregistrée, leur mode de paiement aussi. Donc c'est vraiment de pouvoir simplifier ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'en taux de conversion, en retail, on est à 35 ou 55% des gens qui passent. En e-commerce, on est à 2%. Voilà, il y a un petit peu de potentiel. Bon, en même temps, le e-commerce est déjà en développement. Donc, si on arrive en plus à améliorer le taux de conversion, on imagine ce qu'on peut l'attraper derrière. Mais on voit surtout sur la partie mobile, par exemple, où c'est encore un petit peu... Aujourd'hui, chez Vente Privée, je crois qu'ils ont 75% du trafic sur mobile. Ils n'ont que 50% des acheteurs. Et pourtant, ils sont déjà beaucoup plus avancés que beaucoup d'entre nous. Donc, il y a encore du boulot en ergonomie. Sur la partie marketing et publicité, beaucoup de choses autour de la personnalisation de la data. On sait bien qu'avec RGPD cette année, ça simplifie pas forcément les choses, mais en même temps ça redit quand même qu'il faut respecter les gens, juste leur dire ce qu'on a et qu'est-ce qu'on va faire de leurs données, ce qui paraît quand même un petit peu la base du respect, et puis certainement peut-être une garantie que demain tout le monde se désinscrit pas partout. Donc l'idée quand même demain, c'est de pouvoir personnaliser les choses. Mark Pritchard de chez P&G qui s'est beaucoup battu aux États-Unis pour redemander finalement d'avoir une meilleure transparence de la chaîne d'achat d'espace, une traçabilité, un engagement sur le ROI de la part des agences et des acteurs de la tech. Google qui était là, Weborama, Publicis-Spine qui essaie de, face aux GAFA, proposer donc aujourd'hui vous pourriez avoir un social login avec Facebook ou avec Google. Publicis-Spine veut faire une sorte
d'ID client commun à toutes les marques, mais qui ne dépendent pas des GAFA. Bon, ça dépendra de Publicis, mais a priori Publicis au moins lancera pas des supermarchés comme Amazon. Donc à chacun de choisir son partenaire. Microsoft et Publicis, bon bah évidemment Publicis étant co-organisateur de Vivatech, ils étaient assez présents. Et là, ils parlaient beaucoup finalement de Marcel, qui va vraiment être leur réseau social avec de l'IA pour essayer de créer de l'intelligence collaborative et collective entre tous les salariés du groupe Publicis. Du coup, Marcel, l'agence de Publicis, n'était pas hyper content que l'IA s'appelle Marcel, donc ils se sont amusés à dire, bah, puisque c'est comme ça, on va changer de nom et on va s'appeler Arthur. Voilà, pour faire un clin d'œil à Arthur Sadoun, donc ils ont pas mal fait le buzz, c'était assez drôle. Et puis Monoprix, par exemple, qui vient de faire une alliance avec JCDecaux pour transformer ses vitrines avec de l'affichage connecté et donc vraiment avoir du digital out of home dans les vitrines de leurs 100 magasins. En publicité, j'aime beaucoup Oshot, qui est une start-up qui existe depuis quelques années. Ça, c'est typiquement, vous avez finalement, on a tous des réseaux sociaux, on doit faire beaucoup plus de contenu qu'avant, beaucoup plus vite et moins cher. Oshot, ils ont des photographes, des retoucheurs dans 47 pays dans le monde. C'est hyper bien foutu au niveau interface. C'est tout bête, hein. Vous allez mettre votre brief, vous dites j'ai un peu moyennement beaucoup de budget, ou en tout cas je suis peu exigeant ou très exigeant, et ils vont vous trouver les bonnes personnes. Et à la limite, vous avez besoin d'avoir des visuels demain au Japon, aux États-Unis et en Afrique pour votre prochaine campagne dans 2 jours sur les réseaux sociaux. Ils sont capables de gérer tout ça pour vous et de simplifier les choses. Donc on voit encore cette idée de marketplace ou de simplification grâce au digital. Tech for Human, on va tous devenir vieux, un jour on sera tous malades, donc effectivement on voit bien le boom de l'e-santé et la silver economy avec plein d'acteurs qui se posent la question de comment on peut aider les gens à vivre avec une pathologie, comment on peut favoriser le bien vieillir. Alors L'Oréal, qui était très présent sur la partie beauté et justement et soins, La Poste qui travaille beaucoup sur la sécurisation de la donnée, par exemple sur les données médicales, et en disant nous on a un tierce partie, on n'exploitera pas cette donnée-là, on peut la sécuriser chez nous. Et puis des exemples aussi au niveau des handicaps. Donc là c'était David Aguilar en fou qui nous montrait comment tout simplement aujourd'hui les prothèses, alors c'est pas celle qu'il utilise tous les jours, hein, il en a une un peu plus sophistiquée qui est en dessous, mais il montre comment finalement même avec des Lego aujourd'hui on peut faire des choses qui fonctionnent. Et donc c'est aussi de dire que ce qui coûtait très cher il y a encore quelques années, parce que chacun a un handicap un peu spécifique, finalement on peut devenir acteur de la lutte contre son handicap, on peut partager en open source un certain nombre de modèles, et donc finalement on devient aussi des acteurs de la technologie, et c'est plutôt valorisant pour eux, puis surtout on a des solutions rapides, pragmatiques et beaucoup plus accessibles. Sur la beauté, LVMH aussi avec Guerlain. Donc là, c'est finalement sur le retail connecté, des choses où on va pouvoir tester en réalité augmenter sur soi du maquillage, des nouveaux modes d'interaction avec de l'écran tactile, avec de la table connectée. Donc des choses de plus en plus sophistiquées. Et puis pour terminer, effectivement une grosse présence internationale cette année, 10 pavillons européens, 6 pavillons africains, 3 pavillons asiatiques, et puis l'Arabie Saoudite aussi présente comme l'an passé. Donc on voit que voilà, il y avait une volonté d'amener un petit peu des choses d'ailleurs. Israël qui était présente avec un gros stand, le Japon, la France, Allemagne qui avait un stand conjoint, la Russie, la Suisse avec sa Suisse volière. Donc on voit que beaucoup d'acteurs étaient là. Et puis, je vais passer ces 2 exemples-là. Quelques technos qui ont attiré notre attention. Donc la Voice, Google Home, avec Google Assistant était assez présent cette année. Ils ont démarré un petit peu après Amazon Echo et Alexa aux États-Unis, mais depuis ils ont été plus vite sur l'international. Donc on voit bien que la voix un petit peu partout. Pepper de SoftBank Robotics, ex-Aldebaran, donc ex-français désormais japonais, présent en force. Et puis effectivement demain, dans vraiment ce qui est la suite, c'est vraiment passer à des technologies de type ADN, où là on pourra stocker encore plus de données.
Finalement, le génome, c'est un mode de programmation. Donc demain, c'est effectivement aller encore plus loin avec ça. Et puis IBM qui exposait un de leurs premiers ordinateurs quantiques. Donc là, c'est encore de repenser complètement l'informatisation et les processeurs avec des nouveaux modes de calcul pour aller encore plus loin. HP qui avait amené donc toute une capsule pour montrer dans la station spatiale à terme qu'est-ce qu'ils vont mettre comme puissance de calcul et pourquoi c'est important pour pouvoir faire des expériences d'emmener de la puissance de calcul dans l'espace. Bon, Marcel qui s'est pas mal amusé, qui nous a bien fait rire tous les jours. Et puis Pazzi, voilà le robot à pizza. Donc dites-vous que voilà, on voit les choses arriver pour faire des burgers, pour faire des pizzas, pour faire des cocktails. Donc même certains métiers qui nous semblaient encore manuels et épargnés par l'automatisation risquent d'être impactés. Donc pour résumer en chiffres, Vivatech, 100 000 visiteurs, donc une grosse hausse cette année, 125 nationalités, 300 speakers, 9000 startups présentes, donc quasiment 50% de trafic en plus par rapport à l'an passé, 10 membres du gouvernement. Donc il y a eu quand même un écho assez extraordinaire cette année et de la clim. Donc tout le monde était assez content, même si en fin de journée quand même avec tous les écrans et puis un très beau temps. Voilà, un gros écho. On a eu plus de 53 000 posts les 2 jours B2B avec certains pics évidemment avec des prises de parole. Bon, toutes les marques ont été assez représentées. Effectivement, les États-Unis qui ont aussi pas mal relayé au-delà de la France les choses. Et puis sur la journée B2C, 12 000 posts, donc un petit peu moins, mais quand même un bon écho. Voilà. Et puis effectivement, Pierre Louette, côté organisation, qui nous dit qu'il était plutôt content que cette année, vraiment, on est le monde entier qui se retrouve à Paris. Et Maurice Lévy, qui a quand même pas mal aidé avec son carnet d'adresses, à force d'aller à Davos et de faire de la pub pour quand même pas mal de gros groupes mondiaux, qui nous a un peu ramené quand même le gratin cette année. Voilà, donc c'était une synthèse et un résumé. Je ne sais pas si vous avez des questions, si ça vous paraissait clair, si vous, pour ceux qui sont allés, si vous y retrouvez ou si vous avez trouvé d'autres choses que vous n'aviez pas vues. Pour ceux qui étaient à Vivatech cette année, votre feedback On peut mieux organiser, mieux structurer que les années passées, c'est ça ? Après, c'est sûr qu'il y a une grande variété, c'est-à-dire qu'après, si on est plus intéressé par la beauté ou l'industrie ou le transport, on n'est pas obligé de tout voir et chacun doit faire ses choix. C'est un peu ce qu'on avait fait avec les visites guidées de Comex. On en a fait 120 en 2 jours, on a fait vraiment des parcours très différents d'une industrie à une autre. Cette année, honnêtement, pas des masses. À part le robot pizza. Non, c'est vrai que sur le food, je pense qu'il y a un bon potentiel. Alors, il y a eu beaucoup de choses sur le food, plutôt sur la com, les vidéos, les recettes, etc. Après, on est quand même plutôt sur ici des startups d'innovation hardware ou software. Après, il y a toutes des innovations médicale ou bio ou alimentaire. Enfin là, on serait plus sur de la recherche type INRA ou autre qu'on a moins vu. Parce que déjà c'est un salon, c'est pas toujours très facile à présenter, mais on peut imaginer que oui, en ce moment il y a beaucoup de choses. Nous on regarde un petit peu par exemple Modern Meadow aux États-Unis. Eux par exemple ils essaient de faire pousser en éprouvette des steaks ou du cuir. Alors ça peut faire rigoler comme ça, mais quand on sait la pollution qui est liée à l'agriculture pour faire grandir du bétail et puis la souffrance animale potentielle de devoir tuer les bêtes. Si demain on est capable de faire du vrai cuir avec les mêmes acides aminés, les mêmes protéines, sans avoir fait grandir un animal pour le tuer, ça peut quand même être super intéressant. Et la même chose pour la nourriture. Là, il y a Google aussi qui a annoncé qu'ils bossaient. Ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient bosser sur un substitut de la viande. Donc on voit que voilà, c'est des sujets, mais c'est vrai qu'on les a pas beaucoup. L'année dernière, il y avait un peu plus de start-up sur le sujet. Je pense que c'était lié aussi au fait qu'il y avait certains labs qui n'étaient pas présents cette année, qui étaient sur la thématique. Mais c'est vrai que l'année dernière, il y avait plus de sujets sur la food. Cette année, on l'a moins vu. Mais c'est vrai que sur Sodexo, c'était plus sur le mode de distribution, le mode d'achat, le mode de transport, la traçabilité aussi, mais pas sur la nourriture elle-même.
Bon, après, il y a d'autres salons dédiés plus à l'alimentaire. Oui, il y en avait un il y a quelques jours, d'ailleurs, je ne sais pas si Marion est là, non, qui avait lieu il y a la semaine dernière, je crois, sur la food tech. On vous enverra le lien si vous voulez pour regarder. Oui. Bon, je vais passer la parole à Cécile d'Orange. Non, bah, en fait, c'est pas qu'il n'y a eu pas d'annonce, c'est que les annonces, elles sont déjà connues. Hein. Le déploiement, là, il commence en Corée en 2020. Il va arriver ensuite. Après, je vais être très franc, je pense que les opérateurs, en ce moment, ils essaient déjà de rentabiliser leur 4G. Ça leur a coûté quand même assez cher. Et aujourd'hui, ils ont un plan aussi de déploiement de la fibre et de couverture des zones blanches qui restent. Donc, on sait que ça va arriver. Je pense que le calendrier, il est public, il est déjà connu. Donc, il n'y a pas de raison que ça accélère plus que ça. Après, il y a aussi tous les réseaux comme LoRa, comme Sigfox ou d'autres. Pour là, c'est plutôt du machine to machine ou pour le B2B ou pour l'entreprise. Voilà, tout ça avance. Après, je pense qu'il n'y avait pas spécialement d'annonce ou de nouveautés. C'était plutôt l'exemple de ce qu'on peut faire avec. Mais oui, c'est sûr que demain, tout ce qu'on a vu là, ça demande de la connectivité, de la bande passante, du débit, de la réactivité de bande passante. Donc oui, on sait bien que la 5G va être un enableur hyper important dans les années qui viennent. On voit bien déjà comment la 4G sur la consommation, par exemple vidéo, médias, a beaucoup aidé, quoi. Un retour politique sur l'éthique et la gestion de l'AI, parce qu'on voit que RGPD arrive un peu tard sur la gestion des données privées, mais l'AI va sans doute aller plus vite. Un petit peu d'écho là-dessus. Bah, on voit que la France, en tout cas, a une conscience du sujet, veut d'ailleurs être un des acteurs leaders sur l'impact éthique de l'IA. Après, on voit bien que c'est un sujet vaste et compliqué parce que déjà derrière l'IA on met plein de choses, hein. Il y a la reconnaissance visuelle, la reconnaissance du langage, la robotisation, l'automatisation, enfin en fait on met plein de technos très diverses et variées. On voit bien que demain il y a des sujets aussi sur même la partie armée, défense, cybersécurité, etc. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Après je pense que c'est vrai que des fois on a un peu tendance à court terme à dramatiser. L'année prochaine, il va rien. Enfin, on n'a pas Skynet qui va arriver l'année prochaine, mais à long terme, effectivement, on peut se poser quand même des vraies questions. Et puis des questions toutes bêtes. Hein. Là, si on est très terre à terre, la voiture autonome. Il y avait un exemple du MIT avec un petit test que vous pouvez faire en ligne. Ils nous disent très bien que demain, la voiture, elle est autonome. Donc elle doit faire des choix. Bon, imaginons par exemple qu'il y a un accident inévitable. Il y a une situation, soit vous tuez les gens dans l'habitacle, soit vous tuez les gens dans la rue. La voiture va devoir décider. Et c'est normal qu'elle décide, puisqu'à un moment, il faut bien qu'elle ne va pas arrêter. Qu'est-ce que vous choisissez et c'est vrai que ça paraît un peu absurde ou très compliqué de faire ces choix-là. Et pourtant, à un moment, il y a bien un développeur qui va devoir choisir. Donc, est-ce que c'est au constructeur de choisir? Est-ce que c'est au conducteur qui a pris l'option premium, je ne veux pas mourir? Est-ce que c'est effectivement à l'État de d'édicter certaines règles ou certains principes? Il y a une vraie discussion à avoir. Et effectivement, surtout quand on voit qu'aujourd'hui, une grande partie des briques IA sont soit des GAFA, soit plutôt les Chinois, les BATX avec Alibaba, Tencent, etc. Voilà, on est un peu au milieu pour le moment en Europe. On utilise ces briques-là, mais c'est souvent pas les nôtres.